Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur, la lombalgie chronique. C'est une des premières causes d'incapacité dans le monde, on le sait. Oui, absolument. Et on voit bien les liens avec le mode de vie, hein, le surpoids, le tabac, la sédentarité, tous ces facteurs qui jouent un rôle certain. C'est ça. Pourtant, les recommandations classiques, même celles de l'OMS pour les soins primaires, elles insistent beaucoup sur l'exercice, mais elles ont plus timide sur le reste. Exactement. Plus timide, faute de preuves vraiment solides pour intégrer par exemple la perte de poids ou le sevrage tabagique de façon systématique dans la prise en charge de la lombalgie elle-même. Mais justement, une étude récente vient un peu challenger ça, non? Oui, tout à fait. Une étude australienne, l'essai clinique randomisé HELP, publié dans JAMA Network Open, c'est assez récent et intéressant. D'accord. Et donc, l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est de voir ce que cette étude apporte. Qu'est-ce que ça change d'intégrer ce soutien au mode de vie par rapport aux soins standards? Surtout pour de futurs kinésithérapeutes. C'est exactement ça. L'étude HELP a comparé deux approches. D'un côté, un groupe recevant des soins, intégrant ce soutien au mode de vie sain, appelé HELP, Et de l'autre. et de l'autre, un groupe contrôle, avec les soins standards basés sur les recommandations habituelles, kiné, éducation, conseils, exercices. Ok. Et qui étaient les participants? Alors, il y avait 346 adultes, tous avec une lombalgie chronique, donc plus de 3 mois de douleur, et au moins un facteur de risque lié au mode de vie. D'accord. Genre surpoids, tabac. Voilà, l'âge moyen tournait autour de 50 ans, un peu plus de femmes que d'hommes, et avec un niveau d'incapacité au départ mesuré par le RMDQ. Ah oui, le Roland Morris Disability Questionnaire. C'est ça. Un score moyen autour de 14 sur 24. Ce qui n'est pas négligeable en termes d'impact sur le quotidien. Clairement. Et donc cette intervention HELP, elle consistait en quoi précisément, en plus de la kiné classique? Mais c'était une combinaison. Les soins kinés standards, oui, mais enrichis avec un soutien spécifique au mode de vie pendant 6 mois. Ça incluait des consultations avec des kinés et des diététiciens formés. Des ressources éducatives, j'imagine? Oui, et aussi du coaching téléphonique pour maintenir la motivation et suivre les progrès. Les cibles, c'était le poids, l'activité physique, l'alimentation et le tabac. Et ils utilisaient quelle technique pour ça? Principalement l'entretien motivationnel pour aider les gens à trouver leurs propres raisons de changer et des techniques cognitivo-comportementales, les TCC, pour travailler sur les pensées et les comportements liés à la douleur et aux habitudes de vie. Donc une approche assez complète. Et le groupe contrôle, lui, avait juste la kiné standard sans ses ajouts spécifiques sur le mode de vie global, hein. Exactement, la kiné axée sur l'éducation, le conseil postural et les exercices, mais sans aborder spécifiquement la diète, le poids ou le tabac au-delà des conseils généraux sur l'activité physique. C'était la base de comparaison. Bon, alors, les résultats après 26 semaines, si on regarde tout le monde en intention de traiter. Alors, sur l'incapacité mesurée par le RMDQ, il y a une amélioration modeste, mais statistiquement significative pour le groupe HELP. Une différence moyenne de moins 1,3 points par rapport au groupe contrôle. 0,3 points. C'est statistiquement significatif, mais est-ce que c'est vraiment pertinent cliniquement? Ça peut sembler peu, non? C'est une bonne question. Moins 1,3, ce n'est pas énorme en soi, mais c'est significatif. Pour le poids, la différence est aussi significative, moins 1,6 kg en faveur du groupe HELP. Et pareil pour la qualité de vie physique mesurée par le SF12. Et sur la douleur ou le tabac? Là, dans cette analyse globale sur tout le groupe, pas de différence significative pour l'intensité de la douleur ni pour l'arrêt du tabac. Point important, l'approche était sûre, pas plus d'effets secondaires dans un groupe que dans l'autre. D'accord. Donc des bénéfices modestes, mais réels sur l'incapacité, le poids, la qualité de vie physique. Mais vous parliez d'un résultat plus étonnant? Oui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, surtout pour la pratique. C'est quand on regarde l'analyse dite CAS qui tient compte de l'adhérence au traitement. L'adhérence. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment suivi le programme HELP. Exactement. Ceux qui ont participé à au moins la moitié des séances de consultation et de coaching prévues. Et là, les résultats sont très différents. Ah, racontez-nous. Chez ces participants adhérents du groupe HELP, la réduction de l'incapacité sur le RMDQ est beaucoup plus importante, moins 5,4 points, par rapport à ce qu'on aurait attendu des adhérents similaires dans le groupe contrôle. Moins 5,4 points. Là, on parle d'une différence cliniquement significative, non? C'est presque 4 fois
plus que l'effet moyen. Tout à fait, c'est une amélioration substantielle. Et pour ces adhérents, on voit aussi des bénéfices nets sur l'intensité de la douleur et sur la qualité de vie physique. Incroyable. Donc, le message clé, c'est que l'approche intégrée mode de vie a un potentiel énorme. Mais il faut que les patients adhèrent. C'est exactement ça. L'intervention est sûre, apporte des bénéfices même modestes en moyenne, mais son plein potentiel se révèle chez ceux qui s'engagent vraiment. Ça ouvre des perspectives pour agir à la fois sur le mal de dos et sur les autres risques pour la santé liés au mode de vie. Et alors, pour les futurs kinésithérapeutes, qu'est-ce qu'on en retire? Ça suggère fortement qu'il faut peut-être aller au-delà de l'approche purement musculo-squelettique, intégrer des compétences en coaching de santé, en accompagnement au changement de comportement. Une vision plus globale du patient, ça. Oui, et ça met aussi en lumière l'importance cruciale de travailler en équipe. La collaboration avec des diététiciens, peut-être des psychologues, des coachs santé, ça devient essentiel pour une prise en charge vraiment holistique. Ce qui nous amène à la grande question, soulevée par ces résultats sur l'adhérence. Comment on fait pour que les patients s'engagent? Pour qu'ils restent motivés dans ces programmes intégrés, qui demandent quand même un certain investissement personnel, hein. C'est le défi majeur, en effet. Comment optimiser cette adhésion pour vraiment exploiter le potentiel de ces approches? C'est crucial pour toutes les maladies chroniques, d'ailleurs. Et est-ce que les outils numériques pourraient jouer un rôle? Des applications, du suivi à distance, pour rendre ça plus facile, plus accessible. C'est une piste très prometteuse, oui. Faciliter l'accès, personnaliser le suivi, maintenir l'engagement. Le numérique pourrait vraiment aider à améliorer l'acceptabilité et l'efficacité de ces interventions intégrées. C'est une réflexion importante pour l'avenir de notre pratique face à des conditions comme la lombalgie chronique.